Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Salut Clément. Salut Jason. Merci de nous recevoir aujourd'hui au Moho dans les bureaux de Kantar. Avec grand plaisir. Pour commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Après on va revenir sur ton parcours, mais tu peux y aller directement. Donc moi c'est Clément Lemarié, je suis le CEO de Kantar, j'ai 30 ans et voilà, Kantar, on a commencé à créer ça en 2020, juste avant le Covid. Moi j'ai un parcours de développeur à la base, donc je fais des lignes de code et voilà, maintenant je fais beaucoup moins ça parce que avec Kantar je suis parti plutôt sur la partie CEO, donc gestion de la boîte, gestion des process et tout ça. Mais par contre ouais, on était au démarrage, j'étais au code. T'as fait quelles études ? Moi, mes études, alors j'en ai fait, mais je suis pas allé au bout de beaucoup. En gros, moi, j'ai fait un IUT pas en informatique, en SRC, services et réseaux de communication. Donc, tu touches un peu à tout. Tu fais du code, tu fais du réseau, tu fais de la com, tu fais de la vidéo. Enfin, tu vois, tu fais un peu de tout. Donc j'ai fait une première année de ça, mais ça m'a pas trop plu. Donc j'ai changé. Là, je suis allé dans une formation un peu plus orientée sur le code justement en 2 ans. Où là tu fais du PHP, du JavaScript, mais vraiment des choses très bas, on va dire pas de framework et tout ça. Donc ça veut dire que t'apprends à coder à la dure, quoi. C'était très instructif, mais bon, tu vois, tu peux pas vraiment rentrer sur le marché du travail avec ça. Parce que voilà, il te manque encore pas mal de choses. Donc je me suis ensuite orienté vers une licence pro, donc en 1 an, sur justement le PHP en tant que tel. Et voilà, ça c'est pareil, je l'ai faite, mais voilà, je me suis arrêté à ce moment-là, on va dire. Et après, j'ai arrêté les études. Donc voilà, c'est vraiment les bases du développement, mais tout le développement que je connais maintenant, c'est des choses que j'ai appris par moi-même. J'étais beaucoup plus autodidacte dans le développement que grâce aux études, quoi. Et du coup, la partie autodidacte, tu le faisais à côté des cours ou ça a été après les cours ? C'était plutôt après les cours. Ouais, en gros, pour une fois que j'ai fini la licence là, j'ai voulu lancer une start-up parce que j'ai un côté très entrepreneur, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dès le début, dès les études. J'ai bien vu que c'était par ça que je voulais passer. Donc en plus, ça a aussi orienté mon choix d'études. Je savais très bien qu'en étant développeur, ça t'aide beaucoup plus facilement à créer des choses par toi-même. Plutôt que chercher un CTO derrière quand tu veux monter une boîte, c'est compliqué. Donc ouais, ça a vachement orienté. Mes études ont été orientées par mon désir d'entreprendre. Et donc, dès la fin des études, j'ai voulu monter une première start-up. Alors, c'était vraiment dans un monde que je connaissais pas du tout, qui était les commerçants dans les villes. Parce que le constat, c'était que les centres-villes sont beaucoup désertés par les gens et ils préfèrent aller dans la périphérie, dans les gros centres commerciaux. Là, par exemple, on est à Caen. Il y a Mondeville 2, qui est un énorme centre commercial qui est blindé, on va dire. Et donc du coup le but c'était une start-up pour aider les commerçants à réactiver les centres-villes et tout ça. Et donc à notre échelle, hein. Donc le but c'était de faire une application qui permet de fidéliser tes clients. Donc ça passait par plusieurs choses. Tu pouvais organiser des concours sur cette application-là en tant que commerçant. Donc je vais te donner un exemple, tu es un boulanger, tu lances un concours le matin à 8h et tu dis ce midi 2 menus du midi à manger, quoi, enfin à gagner, quoi. Donc du coup, comme c'est vraiment hyper local, donc c'est-à-dire que t'as pas non plus 1 milliard de gens qui vont venir dans ta boulangerie, donc t'as de très grandes chances de gagner en tant que client, quoi. Régulièrement, tu pourrais gagner ton petit menu du midi. Et donc tu pouvais organiser ce genre de concours. Donc ça fidélise vraiment les gens parce qu'ils disent oh là là, j'ai gagné, je vais revenir parce que voilà, et en plus le mec il est sympa, machin. Et t'avais une deuxième partie qui était plutôt orientée promotion, donc un peu à la Too Good To Go, c'est-à-dire que t'es en fin de journée, t'es encore le boulanger, tu dis là il me reste 5 pains au chocolat que j'ai pas vendu, tu les mets sur l'application et derrière les gens ils viennent les chercher, un peu à la Too Good To Go, quoi. Donc ça c'était la start-up. Le problème c'est que je peux pas critiquer, mais les commerçants, ils ont un peu de mal à payer pour ce genre de service, ou alors très très peu. Donc on a été confronté à la loi du marché, et puis c'était vraiment la première start-up où tu testes des choses et tu connais pas encore comment fonctionne tout l'aspect étude de marché et tout ça, surtout que c'était pas du tout
mon cursus. Donc voilà, ça s'est arrêté, mais bon, c'est pas grave. Et du coup après je suis parti plutôt dans le freelance parce que du coup j'ai vraiment pour monter cette startup là, c'était une application mobile, donc j'ai dû apprendre à faire des applications mobiles. Et donc du coup après je suis plutôt parti dans le freelance où là voilà, tu freelance classique où tu fais du dev pour des sites ou pour d'autres boîtes quoi. Tu peux nous dire justement quel type de projet tu as participé à monter dans le cadre de ton du freelance? Ouais. En freelance, en fait, c'est beaucoup soit de sites vitrines, beaucoup de ça. Donc c'est vraiment voilà, c'est pas la partie la plus excitante, on va dire. C'est tu fais des sites vitrines pour des boîtes. Je sais pas, je pourrais te donner quoi comme exemple. Il y avait une boîte qui faisait je sais même plus ce qu'il faisait, ça s'appelait le rack. Il faisait des pour quand t'es un commerçant justement. Pour que tu puisses faire de la vente à emporter ou à envoyer, ils faisaient un espèce d'entrepôt où en gros tu pouvais entreposer voilà. Et ils faisaient aussi un peu espace de coworking pour justement les gens qui voulaient gérer. T'avais ce genre voilà, c'est ce genre de site internet. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple? Des sites, je sais pas moi, des petits sites comme ça quoi. Du coup ça j'ai fait ça une partie de ma vie. Et du coup une fois j'ai fait un site pour un e-commerce de vin, ça s'appelait Vinbox. Alors ça n'existe plus, mais du coup donc je voulais lui faire une presta et ce gars-là m'a demandé derrière de plutôt que d'être devenir interne. Je me suis dit tu sais quoi, pourquoi pas changer, c'est une start-up, il était tout seul et je me suis dit vas-y, pourquoi pas tester moi qui aime bien l'entrepreneuriat. Bon, c'était pas ma start-up mais je me suis dit allons-y. Donc je suis rentré un peu dans cette boîte-là. Et donc à la base, je devais juste faire le site internet, gérer tout le site et tout ça, et en fait, tu te rends compte que quand tu es dans une start-up, tu fais pas du tout c'est pourquoi t'as été embauché. C'est voilà, là on avait un pop-up store. Bon, j'ai géré le pop-up store, déplacer le stock, tu vois, tu gères le stock et tout ça. Donc c'est vraiment tu touches à tout quoi. Donc ça c'était vraiment plaisant. Après avoir fait ça, bon du coup pour le coup c'était une start-up. Je suis resté 2 mois et au bout de 2 mois le gars il m'a dit bon je peux pas te garder, on n'a pas d'argent. Voilà, c'était vraiment le cliché de la start-up qui se monte et qui rate quoi. Mais c'était vachement intéressant. Et après ça, je me suis dit non, j'ai pas envie de retourner dans le freelance. Donc du coup, j'ai pris un poste de dev dans une autre startup. Alors là, qui était déjà beaucoup plus avancé même. C'était un logiciel de gestion d'EHPAD. Donc vraiment rien à voir avec le vin. Hein, mais ce qui est bien quand on est développeur, c'est que justement tu peux toucher à tout quoi. Tu peux développer plein de choses. Et là du coup c'était vraiment cool. On a développé le logiciel. Bon, il était déjà vachement bien avancé. Mais j'ai rejoint pour faire justement la nouvelle version de ce logiciel-là. Et j'ai rejoint Pierre, du coup Pierre qui est le CTO de chez Quanta actuellement. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis vachement longtemps. Pierre, on était en études ensemble. Mais du coup, je l'ai rejoint justement. C'est lui qui m'a un peu fait rejoindre cette start-up-là. Et du coup, voilà, c'est là où on s'est un peu retrouvés et tout ça. Ok. Et on voit aussi sur ton LinkedIn que t'as fait pas mal de startup week-end. Oui, c'est vrai. C'était donc avant tout ça? Ouais, en fait, les startup week-end, moi j'adore l'entrepreneuriat comme j'ai déjà dit, mais justement pendant que j'étais freelance, moi je voulais quand même essayer de trouver quelque chose à faire. Donc du coup, j'ai participé à beaucoup de startup week-end. Donc pour rappeler juste le principe, ce que c'est qu'un startup week-end, c'est voilà, on est 60 dans une pièce et le but c'est à la fin du week-end, c'est que t'es fait une startup. On se divise en groupes de 10 ou de 6, donc ça fait 6 groupes de 10 ou 10 groupes de 6, peu importe. Et chaque groupe a une idée de startup. Chaque groupe doit réaliser une startup, donc du coup ça passe vraiment par tous les stades. Tu dois faire ton proto, ton étude de marché, tu dois faire ton business model, ton business plan, enfin tu dois vraiment couvrir l'intégralité des aspects d'une startup, et tout ça en un week-end. Donc ça veut dire que tu arrives le vendredi soir, et le dimanche soir tu dois pitcher devant un jury, comme si tu faisais une levée de fonds quoi, devant un jury, et ils élisent les 3 meilleures startups. Et sur l'ensemble de tous les startup week-end que j'ai fait, j'ai dû finir une fois deuxième, et sinon toujours pas dans le top. Mais bon, c'est pas très grave parce que du coup par exemple Quanta, ça vient d'un startup week-end. Ah oui. Ouais, si tu veux je t'explique après comment on a fait. Et là du coup on n'a pas du tout gagné, on a même fini dans les derniers. Mais en fait ça change pas grand-chose parce que du coup on a quand même fait la boîte derrière et elle fonctionnait. Donc c'est cool quoi. T'es pas obligé de gagner pour continuer ta startup derrière. Et donc du coup, tu rejoins Pierre dans la startup dans laquelle il est déjà. Et vous restez combien de temps dans cette startup ? En gros, moi je suis arrivé
janvier 2020 dans cette boîte-là. Et en fait, le Startup Weekend de Caen, il arrive en février ou mars 2020. Donc on participe et là donc avec Pierre du coup. Et là en fait avec Pierre on rencontre Laure qui est experte comptable et qui fait qui pitch son idée, qui dit moi j'ai fait un audit des outils dans la profession d'expertise parce que je viens de m'installer et j'étais pas très satisfaite de ce qui se passait, de ce qu'il y avait, et donc moi j'ai une idée et j'aimerais la réaliser aujourd'hui. Et donc moi en tant que en tant que développeur et on avait vu déjà pas mal de projets en Startup Weekend, pour une fois c'était vraiment un projet où il y avait vraiment un marché identifié, un business model possible et tout ça. Donc je me suis dit, allez, pour une fois, la compta, je suis pas du tout comptable, expert comptable, tout ça, j'y connais rien du tout, ça me vendait pas trop du rêve, mais je me suis dit, là au moins il y a un vrai truc, un vrai produit possible. Donc du coup j'ai rejoint son groupe, enfin avec Pierre on a rejoint son groupe. Et en fait, on s'est carrément bien entendu. Et donc, du coup, à la base, son idée, c'était plutôt de faire un dossier de révision comptable. Donc, plutôt en mode Kanban, c'est-à-dire que, dès qu'on a un cycle qui est terminé, hop, ça change de colonne dans le Kanban. Et c'était vraiment un truc pour moderniser tout l'aspect révision comptable. Et donc, du coup, on a pitché ça pendant le Startup Weekend. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas du tout gagné, mais c'est pas du tout grave. Et après, en fait, on s'est dit, vas-y, on s'est super bien entendu, on va continuer à travailler ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, je sais pas si vous vous rappelez en 2020, mais il y a eu le Covid qui est arrivé. Faire un dossier de révision comptable dans ces circonstances-là, c'était un peu compliqué parce que c'est pas un outil qu'on code en 3 mois, quoi. C'est vraiment un truc sur le long terme avec des gros investissements et tout ça. Donc trouver des investissements dans cette période-là, c'était super dur. Donc du coup, là on nous a dit c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à améliorer dans la profession d'expertise, notamment la lutte anti-blanchiment. Donc elle nous explique comment ça se passe la lutte anti-blanchiment à ce moment-là, et on se dit ah oui quand même c'est vrai que ça améliorable, pas un fichier Excel machin où tu dois récupérer des infos, c'était un peu améliorable. Donc du coup nous pendant notre confinement avec Pierre on s'est dit vas-y c'est quoi, on fait 50% de notre temps sur la startup, donc l'outil pour les EHPAD, et 50% sur Quanta. Bon, en réalité c'était plutôt 80% sur Quanta, sur le reste, mais bon, quand tu rentres dans un nouveau projet, t'es toujours à fond, quoi. Et donc pendant tout notre confinement, on a fait ça, et en fait, à la fin, ça a duré 3 mois le confinement. Donc au bout de 3 mois, on avait déjà un proto qui était bien. Donc du coup, on l'a fait un peu auditer par des experts comptables, et notamment des gens qui travaillaient au comité de lutte anti-blanchiment, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est si tu fais un outil de lutte anti-blanchiment et qu'en fait il est pas utilisable parce qu'il est pas bon pour les process et pour la norme, on a eu plusieurs allers-retours comme ça avec des experts, et au final ça a fonctionné. Donc on s'est mis à le commercialiser derrière. Déjà c'est top, merci pour ce partage. En effet, ça nous permet de savoir un petit peu d'où ça vient, Quanta. Mais en effet, l'idée c'est de rentrer encore plus dans le détail. Est-ce que tu peux nous raconter vous avez créé Quanta, donc si je comprends bien, vous étiez 3 à la base, c'est ça? Ouais, en fait au tout début, donc il y avait Laure, Pierre et moi. Donc en gros, Laure elle nous a fait on va dire un Adobe XD, donc c'est un espèce de prototype de maquette. Et elle nous a fait une maquette de ce à quoi elle s'attendait Quanta devait faire. Et donc nous en fait on a juste retranscrit en code. Alors forcément nous on avait notre vision de développeur, et on a aussi une vision un peu UI UX, parce que dans notre ancienne boîte on trouvait que l'UI UX était pas forcément incroyable, donc du coup on était un peu matrixé par ça. Donc on a fait beaucoup d'améliorations sur les maquettes. Et notamment, on a supprimé beaucoup de cases commentaires parce qu'on sait que les experts comptables adorent les cases commentaires. On a supprimé énormément. Alors, on a commencé à développer comme ça. Une fois que le confinement était fini, en fait, nous, ce qu'on a fait avec Pierre, c'est que on a dit on arrête notre boîte, même si on n'avait pas de revenus quoi que ce soit. On s'est dit on a de la chance d'être en France, on peut profiter quand tu montes une boîte, tu peux profiter d'avoir le chômage pour monter ta boîte, donc c'est vraiment top. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a démissionné de l'ancienne boîte, ça s'appelait Magic, et pour monter justement Quanta. Donc au tout début, on n'avait pas on avait des locaux, on était dans le cabinet de Laure. En gros, Laure, elle a acheté un cabinet, c'est une maison à Hérouville avec un étage. Donc Quanta était à l'étage et son cabinet était au rez-de-chaussée. Donc on a passé tout notre été et même toute notre année 2021
fin d'année 2020, début tout le 2021 dans son cabinet. Voilà, c'était vraiment top, hein, ambiance start-up. Au début, il y avait que Pierre et moi, et donc on était dans notre bureau là à brainstormer. Rapidement, on a recruté une alternante, Marie, pour faire la partie commerciale. Du coup, d'ailleurs, Marie qui est toujours chez Quanta, hein. Donc maintenant, elle est en CDI chez nous. On a recruté Marie, donc c'était une très bonne chose. Mais bon, on voyait bien que la commercialisation c'était difficile. Alors, en même temps, on n'a pas été très malin, on a commencé à commercialiser en période fiscale. Donc c'est compliqué de faire adopter un outil, un expert comptable pendant cette période-là. Ça a pris un peu de temps pour avoir les premiers clients. Et du coup, on s'est rapproché de Simon Benesto, qui est du coup maintenant le directeur commercial de chez Quanta, qui a mis justement tous les process commerciaux en place. Donc Simon, comme on l'a rencontré, c'est très simple. C'est l'un des clients de Laure pour sa SCI en gros. Laure nous l'a fait rencontrer et tout ça, et on s'est super bien entendu. Pareil, hein, c'est vraiment il y a eu un fit. Et en fait, c'est ça qui est vachement important, c'est que tout le monde s'entende bien. Donc là, on a bien vu qu'il y avait un bon fit. Et donc au début, il est arrivé à mi-temps parce qu'il avait il était commercial dans une boîte qui faisait justement du commercial déporté, c'est-à-dire qu'en gros il travaillait sur plusieurs projets, sur plusieurs entreprises en même temps, mais en déporté. Et donc là, en gros, ce qu'il a fait, c'est que on l'a pris à mi-temps, et pendant ce temps-là, il était à mi-temps sur notre boîte. Donc ça a super bien marché, il a mis tous les process commerciaux en place. Après, donc ça c'était en 2021 ça. Ensuite, à partir de septembre 2021, on l'a pris mais en full time. Donc du coup, toujours pas salarié, hein, mais en prestat full time. Et après, il est arrivé en CDI chez nous, et même on l'a même associé dès début d'année 2022 quoi. C'était vraiment top, parce que tous les process commerciaux, c'était vraiment la brique qui nous manquait. On avait la brique métier avec Laure, la brique développement avec Pierre et moi, et la brique commerciale avec Simon, quoi. Et toi, aujourd'hui, tu fais toujours du développement chez Quanta ? Ah non, moi du coup, en fait, dès qu'on a commencé à avoir nos premiers clients, il a fallu qu'on commence à se structurer, parce que Simon, il pouvait pas faire de la prospection et ramener les clients et intégrer Quanta chez eux. Et donc, au bout d'un moment, on a dû s'organiser. Et donc, c'est là où on a un peu séparé les rôles. Donc, Pierre est devenu le CTO, donc directeur technique, et moi, je suis devenu plutôt la partie CEO, donc gestion. Donc là, je faisais beaucoup le pont entre l'équipe commerciale et l'équipe technique pour faire les retours clients. Et c'est moi qui mettais en place Quanta dans les cabinets, en fait. Donc, ça veut dire que comment ça fonctionne le modèle de Quanta, c'est dès qu'un cabinet est prêt et dit OK, let's go, j'intègre Quanta, en fait, il nous envoie tout son portefeuille client que nous on intègre dans Quanta directement, et après on lui fait une formation. Donc au début c'était un rendez-vous personnalisé de 1h30. En gros, on lui explique tout le logiciel, on adapte aussi en fonction de ses besoins à lui, de sa typologie de cabinet. Et donc ça, c'est moi qui faisais toute cette partie-là. L'avantage de faire ça, c'est que je m'occupais aussi du support. Donc dès qu'il y avait des retours clients, c'était moi. Donc l'avantage de faire ça, c'est que on a pu améliorer l'outil vachement vite, parce que du coup, comme j'avais l'aspect technique en tête et les retours des clients directement, ça permet vraiment d'améliorer le produit et de prioriser facilement ce qu'il faut faire, en fait. Donc j'ai pas la casquette technique, enfin j'ai plus la casquette développeur, mais vraiment la casquette plutôt produit, on va dire logiciel, parce que après il y a la partie produit métier que Laure fait, quoi. Voilà, maintenant moi mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt justement de faire le lien entre les deux pôles. Et Laure, tu dis qu'elle a la partie métier. Elle est avec vous au quotidien. Comment ça se passe la relation avec elle ? Laure, en fait, elle est experte comptable. Donc en fait, si elle voulait faire des outils, enfin si elle voulait monter Quanta, c'était pour son cabinet justement. Donc en fait, elle est restée experte comptable. Et alors Laure, elle a plusieurs rôles en tant qu'experte comptable. Elle a son cabinet, mais aussi elle est élue à la commission numérique en Normandie. Elle est aussi élue à la commission RSE. Voilà, elle a beaucoup de casquettes dans le monde de l'expertise comptable, on va dire. L'intérêt aussi, c'est que comme elle est experte comptable, elle voit les problèmes au quotidien des cabinets, puisqu'elle en a un. Et donc c'est vraiment bien pour derrière créer toutes les fonctionnalités métiers que sur Quanta, en fait. Trop bien. Et du coup, je repense à ce que tu disais tout à l'heure quand ça a commencé au Startup Weekend. Je me demandais si vous aviez envie de reprendre la partie Kanban et l'outil de révision. Ça reste dans ces sujets-là, du coup. Alors c'est pas prévu de retourner sur cette partie-là, mais on a d'autres idées d'évolution et même de nouveaux produits. Je n'irai pas dans les détails maintenant, parce que on a déjà fait l'erreur de dire on va sortir ça. Et puis il y a eu du retard, donc j'ai pas envie non plus d'aller sur les autres produits, mais j'ai parlé de déontologie tout à l'heure. Voilà. Ça reste dans ces sujets-là, voilà.
Donc, la lutte anti-blanchiment, c'est une partie de la déontologie. Et il y a encore d'autres parties. Écoute, c'est génial, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire plus en détail justement ce que fait Quanta, comment l'outil accompagne les experts comptables au quotidien? Ouais. Alors du coup, pour expliquer vraiment la lutte anti-blanchiment dans un cabinet, comment ça se passe, généralement c'est des tâches qui sont vraiment à valeur négative dans un cabinet, c'est-à-dire que on est obligé de le faire, récupérer la carte d'identité, répondre à des questionnaires, machin. Et c'est des choses que, en tant qu'expert comptable, on se passerait bien de faire parce qu'on préfère justement passer du temps à conseiller ses clients, à leur apporter de la valeur. Et donc voilà. Donc généralement, c'est des tâches où on doit remplir un Excel, formaliser des documents, c'est des trucs qu'on n'a pas envie de faire. L'intérêt de Quanta, c'est que on automatise tout ce process-là. On a aussi un outil, c'est aussi un outil de suivi, c'est-à-dire que si on a oublié de faire des choses ou s'il nous manque des choses, on est alerté directement. Donc en fait, avec un simple numéro de tirette, on automatise 70% du process de lutte anti-blanchiment dans un cabinet. Exemple concret, je mets le numéro, j'ai un nouveau client qui arrive au cabinet, je mets son numéro de tirette dans Quanta, je fais ajouter le client, on voit toutes les infos qu'on récupère, donc c'est des infos qui sont demandées pour la lutte anti-blanchiment, donc pour répondre au contrôle, parce que maintenant il y a des contrôles de lutte anti-blanchiment, donc on récupère toutes ces informations-là automatiquement, et derrière en fait il reste plus qu'à rentrer la mission qu'on fait pour le client, parce que ça on peut pas le deviner, on rentre la mission et on répond à 3-4 questions, des choses que nous pareil on ne peut pas deviner, mais c'est vraiment très très rapide. On ajoute la carte d'identité et après on fait OK, et là ça génère tous les documents nécessaires, donc la matrice de risque, la cartographie des risques automatiquement, donc on n'a pas besoin de la générer sur Excel comme ça à la main. Voilà, le but c'est vraiment de générer tous les documents automatiquement pour être pareil pour le contrôle. Et pareil, ça fait un outil de suivi parce que imaginez il manque une information, on a une petite alerte qui nous dit sur tel client il manque telle information, ça permet comme ça de revenir plus tard dessus et les rajouter quoi. Voilà, il y a tout un système aussi de validation parce qu'en fait normalement c'est l'expert comptable qui doit valider les dossiers de lutte anti-blanchiment. Donc nous on a fait tout un système collaboratif qui permet aux collaborateurs de remplir tous les fiches de dossiers et après d'envoyer en validation à l'expert comptable qui reçoit une notif qui derrière il peut valider directement. Donc ça c'est la partie lutte anti-blanchiment, et donc cette partie lutte anti-blanchiment elle se fait à plusieurs étapes. On rentre un client au cabinet, on doit faire plusieurs choses. On doit faire l'acceptation de mission, donc en même temps on doit faire la lutte anti-blanchiment. Donc nous on gère toute cette partie là, et aussi une fois par an on doit maintenir sa mission, c'est-à-dire qu'on doit se demander est-ce que je veux continuer la mission avec mon client, oui non, en répondant pareil à un questionnaire. Et on a intégré aussi toute cette partie là dans Quanta, donc la partie acceptation, maintien de mission. Aussi, dernière chose, dans Quanta, il y a toute la partie opération sensible. Donc ça, c'est des choses que, par exemple, un client, il fait une opération sensible. Qu'est-ce que c'est ? Je suis un boulanger et je fais un retrait au guichet de 10 000 euros. Et ça, c'est quelque chose qui est inhabituel. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc ça, même si c'est justifié, il faut le documenter obligatoirement. Parce que si dans le futur, il y a un problème avec cette opération-là, il faut que ce soit documenté. Donc Quanta permet de le faire, et derrière ça permet aussi d'attribuer un niveau de risque à cette opération-là. Le but c'est vraiment d'analyser les risques de son client, de formaliser les documents et derrière d'être prêt pour le contrôle. Très clair. Je suis peut-être parti dans tous les sens. Donc si je comprends bien, il y a une partie à la mise en place du dossier, une partie au maintien, et donc du coup l'expert comptable en fait tous les ans il a quelque chose à faire. Tant qu'il garde son client en fait il a des documents à récupérer, des choses à faire quoi. Et donc si je prends un exemple, une entreprise cliente d'un cabinet d'expertise comptable, dans cette entreprise, s'il y a un nouvel associé qui arrive, du coup on le rentre dans Quanta ou qu'est-ce qui se passe s'il y a ce changement, est-ce qu'on est alerté ? Ça, c'est quelque chose qui oui. Alors si, par exemple, t'as un nouvel associé, tu l'ajoutes dans Quanta et il manque des choses, oui, t'auras ces alertes-là. Mais alors, du coup, pour le faire automatiquement, ça va bientôt arriver chez Quanta. Mais c'est prévu. C'est un très bon retour qu'on nous a déjà fait, bien sûr. T'inquiète. Non, mais c'est vraiment un retour qu'on a de nos clients. Et donc, c'est comme comment nous, on fonctionne chez Quanta, hein, quand il y a des nouvelles idées de fonctionnalité comme ça, on fait par itération. L'un des plus gros pain, on va dire, des plus gros points de douleur qu'on avait eu par rapport à la lutte anti-blanchiment, c'est aussi très bien, j'ai analysé mes risques, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est bien, j'ai mon rapport. C'est bien, il est risqué, mais ok, je fais quoi ?
Et donc du coup, ça c'est une très grosse partie de Quanta, ça s'appelle les diligences automatisées. C'est-à-dire une diligence, en gros, c'est une action à effectuer. Par exemple, ton client il est dans le BTP et du coup BTP c'est une activité à risque. Donc ton client va ressortir risqué sur Quanta. Derrière, ça va déclencher une diligence automatiquement pour te dire, ok, lui il est dans le BTP, il faut que tu fasses telle action. Donc là, par exemple, tu dois contrôler le nombre de matériaux qu'il a achetés pour voir s'il n'en utilise pas pour des projets personnels ou des travaux personnels, quoi. Donc du coup, ça c'est une diligence qui est automatiquement générée parce qu'on a détecté que le client était dans mon BTP, quoi. Et donc là, pareil, on a fait tout un listing de diligences à faire en fonction des données du client. Ça, c'était un très gros point de douleur des cabinets, enfin de nos clients en tout cas. Et du coup, voilà, on a fait ça par itération. On a mis en place cette fonctionnalité-là qui a vraiment super bien marché parce que on avait des clients qui étaient dans l'ancien abonnement, ils ont vu cette fonctionnalité-là directement, ils ont passé à l'abonnement d'après, quoi. Et donc du coup, la fonctionnalité dont tu parles, ça c'est pareil, c'est l'un des points de douleur aussi des cabinets. Donc on est en train de travailler dessus. Et du coup, ça m'amène à la question d'après. Je sais pas si c'est l'ordre ou les experts comptables, mais j'imagine qu'il y a des contrôles qui sont faits pour s'assurer que la mise en place de la lutte anti-blanchiment est bien respectée. Ouais, c'est exactement ça. Avant 2018, il y a une mise à jour de la norme en 2018 qui est devenue beaucoup plus stricte. Maintenant, il y a un process vraiment particulier à mettre en place. Il existait déjà avant, mais maintenant c'est carré, quoi. Et avec cette nouvelle norme, enfin cette mise à jour de la norme, est venue aussi des nouveaux contrôles. Avant, il y a toujours le contrôle qualité dans les cabinets. Donc ça veut dire que voilà, on regarde l'intégralité des process du cabinet, on regarde comment ils sont bien mis en place. Il y avait une partie lutte anti-blanchiment dans ces contrôles-là, mais maintenant ils ont créé des contrôles spécifiques à la lutte anti-blanchiment. Ça veut dire qu'en tant que cabinet, on peut se faire contrôler uniquement sur la partie lutte anti-blanchiment. Et donc il y a des cabinets qui ont commencé à recevoir des notifications pour dire oulala, vous allez vous faire contrôler lutte anti-blanchiment. Et donc là, ça commence à être la panique parce que généralement dans les cabinets, c'est des choses qui sont pas faites ou alors faites mais pas complètes. Parce que maintenant, il y a vraiment tout un tas de choses pour chacun des clients à mettre en place. Et donc généralement, on a peut-être un truc sur 3 où la carte d'identité, on la récupère pas forcément automatiquement, alors que c'est l'un des documents les plus importants pour la lutte anti-blanchiment. Et donc Quanta, ça permet de répondre vraiment 100% en contrôle si tu remplis bien tes dossiers, bien sûr. Nous, ce qui est bien, c'est que tu as une alerte pour te dire si ton dossier est pas bien rempli. Mais donc Quanta répond exactement aux demandes d'un contrôle. Et depuis 2018, là, il y a des contrôles qui commencent à arriver. Ouais. Et c'est pas pour s'arrêter. En plus, ça va commencer à s'intensifier même. Oui, donc ça aide vraiment à la charge mentale. Là, c'est génial, quoi. Quelles sont les chances justement de se faire contrôler? Alors, comment ils ont choisi les personnes qui allaient se faire contrôler? En fait, il y a 3 ans, maintenant on est en 2023, donc il y a 4 ans, tous les experts comptables de France ont dû répondre à un questionnaire de lutte anti-blanchiment qui était très long à remplir. Et d'ailleurs, ils devraient le remettre, il faudra le re-remplir cette année en 2023. Le questionnaire, en gros, tu répondais à quel est ton process actuel dans ton cabinet, et t'avais plein de questions. Derrière, ils ont décidé de prendre ceux qui avaient le mieux répondu au questionnaire et une partie qui n'avait pas du tout bien répondu pour faire un mix des gens qui allaient être contrôlés. Et derrière, ils ont choisi parmi tout cela je crois que c'était 500 ou 600 et quelques cabinets. Et derrière, hop, ils ont fait les contrôles au fur et à mesure. C'était le premier cycle. C'est comme ça qu'ils ont fait. Après, pour le deuxième cycle, celui qui va arriver, je sais pas comment ils vont faire pour sélectionner les cabinets. Ce sera peut-être plus du mode aléatoire. On verra bien. En tout cas, c'est suivant ta performance à ce questionnaire-là que tu es sélectionné ou pas pour le contrôle. Oui, donc, et ça veut dire que tu peux pas juste attendre la notification pour installer Quanta, il fallait le faire avant, quoi. De toute façon, quand tu reçois un questionnaire de je sais pas combien de pages qui te dit alors comment t'es sur ta lutte anti-blanchiment, je pense qu'il faut te dire oula, il y a quelque chose qui se trame. Et donc mais alors par contre oui, on a certains clients qui nous ont dès qu'ils reçoivent la notif, ils nous disent je viens de recevoir la notif, j'aimerais installer Quanta dans 1 semaine. Ah mais alors du coup t'as du taf quand même. Et donc t'as ça, mais après on a aussi des clients que on a contactés, ils disent oh oui non ça m'intéresse pas, et là ils reçoivent le notif et là c'est pareil, c'est non en fait ça m'intéresse. Donc oui il faut pas attendre la notif pour te mettre bien sur la lutte anti-blanchiment. Plus t'anticipes, moins ça va être douloureux de toute façon, et puis il faut mieux le faire au fur et à mesure, quoi. Dès que tu as un nouveau client, tu fais ta lutte anti-blanchiment.
Alors d'ailleurs que ce soit sur Quanta ou sur un autre outil, mais un autre outil ce serait Excel de toute façon. Il n'y a pas d'autre outil. Il n'y a pas d'autre outil. Et l'ordre, pour le coup, ils mettent pas à disposition un questionnaire ou un document pour aider les experts comptables? Si, l'ordre, justement, ils ont créé un questionnaire interactif où en gros, c'est un fichier Excel. C'est le fameux fichier Excel. Après, t'en as aussi dans les outils de prod des fichiers Excel de lutte anti-blanchiment. Mais voilà, donc c'est un fichier Excel qui existe. Il a le mérite d'exister, mais en tout cas, c'est comme de toute façon c'est un fichier Excel, donc t'auras pas de suivi, t'auras pas du tout d'automatisme, donc toutes les données de tes clients que tu dois mettre dans le fichier Excel, faut que tu le fasses à la main, quoi. Donc faut que t'ailles les chercher à la main. Ah oui, en temps, ça doit être énorme, quoi. Nous, on a calculé que si tu passes pour un client qui n'est pas très risqué, ou même risqué, tu passes minimum une demi-heure pour remplir ce fichier-là. Et après, ça compte pas tout la formalisation des documents que tu dois générer, tout ça, ta cartographie. Tu dois créer un fichier Excel ou un tableau en tout cas avec la liste de tous tes clients et le niveau de risque de chacun d'entre eux par client. Enfin, ça, c'est des choses que tu dois vraiment générer à la main, quoi. Pareil, tous les ans, tu dois faire ta veille pour savoir si, en gros, tu dois analyser d'où vient ton client et s'il vient de tel pays, ce pays est-il risqué ou pas. Même le siège social, il est dans tel pays, est-ce qu'il est risqué ou pas. En fait, cette liste de pays risqués, elle se met à jour tous les 3 mois. Donc en fait, faut que tu fasses ta veille régulièrement aussi pour être sûr que ton client il n'est pas devenu à risque, quoi. Donc ça, avec Quanta, tout est fait automatiquement. Mais du coup, si tu le fais pas avec Quanta, ça te prend plus d'une demi-heure par client par an. Alors qu'avec Quanta, tu le fais une fois, ça te prend 5 minutes même pas pour un client, et après chaque année, c'est automatique. Tout ce qui est maintien de mission et tout ça, c'est pareil, on l'a vachement automatisé, ça te prend même pas une minute par client. Donc en fait, tu gagnes énormément de temps. Sur le site de Quanta, on a même fait un simulateur pour voir la différence le temps que tu gagnerais si tu avais Quanta, en fonction de ton process que tu as mis en place dans ton cabinet. On pourrait faire le test, mais tu gagnes beaucoup de temps, quoi. Alors moi, j'ai une autre question encore. Est-ce que Quanta, alors je ne sais pas si ça va aussi loin, fait ou va faire des tests sur FEC de est-ce que il y a des opérations à risque? Car je sais qu'ils doivent renseigner les opérations sensibles de leurs clients. Est-ce qu'il y a des contrôles automatiques qui sont faits? Moi, je me rappelle justement, quand j'étais encore en audit, on faisait des contrôles sur le nombre de 1 ou de 2 qu'il y avait dans les écritures. Et s'il y avait des anomalies, on devait aller tester ces écritures. Donc j'ai pris cet exemple qui est la loi de Benford. Je ne sais pas si c'est des tâches qui rentrent plus dans le métier de commissaire aux comptes ou est-ce que Quanta le fait déjà ou va le faire demain? Alors l'analyse de FEC, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Alors c'est pour le coup, ça prend pas mal de ressources de développer un module comme ça. Nous, pour l'instant, on le fait pas. Pourquoi? Parce que les experts comptables, dans le cadre du contrôle, ils ont des obligations de moyens et pas de résultats. D'accord. C'est-à-dire que du moment que tu as mis en place tous les moyens pour détecter le blanchiment d'argent, si tu le détectes pas, ça peut être une erreur humaine ou voilà, ça peut être, mais voilà, donc ils n'ont pas l'obligation de résultat. Donc ce qui est important, c'est surtout l'obligation de moyens. Donc c'est pour ça que Quanta, pour l'instant, c'est vraiment focus sur ce moyen-là pour être sûr que répondre au contrôle. En fait, l'urgence, c'était vraiment de répondre au contrôle qui allait arriver. Donc, on a vraiment focus tout notre temps là-dessus. Après, les obligations de résultat, faire du résultat, c'est aussi quelque chose que les experts veulent. On en a certains qui nous disent mais moi j'aimerais bien justement pouvoir détecter mes opérations sensibles automatiquement. Mais moi aussi j'aimerais bien. Mais du coup, c'est des choses que pareil qui sont en réflexion. Alors pas encore en développement, mais en tout cas c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Des choses aussi qui nous tient beaucoup à cœur chez Quanta, c'est la fluidité des données. Donc des choses par exemple. Si tu es sur ton outil de prod et que tu détectes, tu vois une ligne qui te semble bizarre, ce qui serait bien, nous, ce serait que tu puisses cliquer sur un bouton, que ça l'envoie dans Quanta directement en mode tu puisses la documenter. Donc ça, c'est vraiment des choses que ça, par contre, on travaille dessus. C'est la fluidité des données, les API et tout ça pour que chaque logiciel puisse communiquer les uns avec les autres le plus facilement possible et pas que ce soit une tannée même pour les experts comptables de devoir faire des imports, des exports dans tous les sens. Le mieux, c'est que tu cliques sur un bouton et t'as tout qui est disponible en un rien de temps, quoi. Oui, en effet, ça c'est l'idéal. Alors justement, tu as bien anticipé ma prochaine question qui était est-ce que vous êtes intégré à des solutions? Ouais, on est intégré. Alors pour l'instant, on est intégré à ACD, qui est l'un des outils de prod les plus connus du marché, on va dire.
Et donc tu peux récupérer tes informations et tes documents depuis leur outil à eux. Donc ça c'est la version 1. On travaille déjà sur une version 2 où tu pourras faire de la synchronisation de dossiers, c'est-à-dire que quand t'en crées un sur Quanta, ça fait les changements directement sur ACD et vice versa, et que ce soit vraiment le plus fluide possible entre les deux, et que quand t'es un utilisateur de ACD, tu utilises Quanta ou ACD, t'as tes infos qui sont disponibles directement sur les deux, quoi. Et en parallèle, on travaille aussi sur notre API publique, parce que ça c'est pareil, donc je le disais, les API c'est vachement important, donc nous, on doit aussi avoir notre API publique pour que n'importe quel autre logiciel puisse utiliser nos données pour leurs clients, quoi, pour les experts comptables. Vraiment le but c'est que on fluidifie toutes les données entre les logiciels. Du coup, ça fait écho un peu avec ce qu'on disait juste avant le démarrage de l'enregistrement sur ta vision très logicielle du marché de l'expertise comptable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? On va dire que le marché des logiciels de l'expertise comptable, je compare à celui des développeurs, par exemple. En fait, les développeurs, quand ils ont besoin d'un truc, forcément, ils le développent. Donc, c'est des outils qui sont hyper modernes, qui sont vraiment à la pointe. Je vois un outil comme Stripe, par exemple, que nous, on utilise. En fait, ils ont vraiment une vision API de leur outil. Donc, il y a un front où on peut créer des abonnements à la main et tout ça, mais en fait, ils ont une API qui est hyper développée, avec laquelle, en fait, tu peux tout piloter depuis des lignes de code, en fait. Et donc ça, c'est vraiment des visions développeurs des outils. Et dans l'expertise comptable, c'est pas du tout cette vision-là. C'est encore des outils qui sont un peu vieillots, qui sont vieillissants, on va dire. Après, il y a des nouveaux acteurs qui commencent à arriver, des SaaS et tout ça. Mais les gros outils de prod qui sont utilisés, je pense par exemple à Quadra. C'est un des logiciels les plus utilisés en prod. C'est très vieillissant, quoi. Et donc c'est pas du tout ouvert. Pour avoir une API avec Quadra, j'ai même pas envie de savoir comment il faut faire, parce que je sais même pas si c'est possible. C'est compliqué, et le but c'est justement d'essayer de moderniser toute cette partie-là, que tous les logiciels ils puissent avoir cette vision fluidité des données. Je veux pas rester dans mon petit coin, je veux être ouvert avec tous les autres logiciels, et tout le monde va être gagnant à ça, en fait. Et les outils pour les développeurs, pourquoi c'est aussi populaire, parce qu'il y a aussi l'état d'esprit open source, c'est-à-dire j'ouvre mes sources, je montre comment je fais, comme ça on s'améliore tous ensemble, et c'est vraiment le but, c'est que tous les logiciels puissent être copains et que on puisse tous parler ensemble. Alors ça commence quand même, là je suis peut-être un peu mauvais angle, parce que il y a quand même des logiciels qui le font beaucoup, qui ont des marketplaces où en gros ils essayent de s'intégrer avec le plus d'outils possible, et ça c'est des choses qu'il faut saluer. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais encore du travail. Oui, nous on remarque globalement, alors nous on a moins d'intégration possible avec les logiciels, forcément. Par contre, on échange beaucoup avec les autres partenaires de la profession, et c'est vrai que c'est assez bienveillant quand même. Ouais, je suis d'accord. Alors moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur Quanta. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui chez Quanta on est 10. Et on a vocation à encore augmenter l'effectif. On est plutôt, alors du coup, comment sont répartis les gens ? On est 3, il y a 3 personnes dans le pôle tech. Donc on 2 développeurs plus Pierre, le CTO. Après, ils sont 4 au pôle commercial. Donc Simon, directeur commercial, et 3 autres business développeurs. Ensuite, on a Anaïs qui est en customer success, donc qui fait toute la partie formation, suivi des cabinets, pour être sûr que quand on prend un outil, on a envie de l'utiliser, mais des fois on n'a pas forcément le temps. Donc Anaïs, elle est là pour motiver les troupes, pour être sûr que tout le monde utilise bien le logiciel, même pour onboarder les collaborateurs des cabinets, pour être sûr qu'ils font bien les choses. Et puis du coup, Laure qui fait la partie produit métier, voilà. Et moi en fait j'ai un rôle un peu donc voilà, toute la partie suivi client que je disais tout à l'heure, en fait maintenant c'est plutôt Anaïs qui l'a repris, et pareil pour le support. Du coup, moi, mon rôle, c'est plutôt faire en sorte que tout ça s'agence bien. Et j'ai aussi une partie product owner, donc ça veut dire que quand il y a des nouvelles fonctionnalités à faire, donc il y a Laure qui donne sa partie métier, il y a Anaïs qui donne les retours clients, et après derrière il faut les transcrire en spécifications fonctionnelles, on appelle ça comme ça. Et donc voilà, donc ça c'est un peu aussi mon rôle, même si c'est une des parties d'ailleurs où je suis pas très assidu là-dessus. Là, je pense que je dois avoir des specs en retard. Pierre, il me donne des petits coups de pied aux fesses pour que j'avance là-dessus.
Et du coup, les prochains recrutements? Prochain recrutement, ça va plutôt être justement sur le poste de Customer Success, donc pour aider Anaïs, parce que du coup, on commence à avoir pas mal de monde qui arrive et qui prennent Quanta, et donc Anaïs commence à se retrouver un peu submergée, donc il faut quelqu'un pour l'aider. Et d'ailleurs, on est en train de recruter actuellement. Et aussi, on cherche un lead développeur, parce que là, c'est pareil, ils sont que 3. Et là, c'est pareil, on commence à avoir des gros clients qui ont des demandes assez... il faut qu'on puisse scaler un peu plus même la tech. Donc du coup, là, on va recruter, pareil, un lead développeur senior. Et vous, en interne chez Quanta, vous utilisez quoi comme outil? Alors nous, en interne, pour la prospection, on utilise Pipedrive. Donc c'est un CRM qui permet vraiment de suivre vraiment où t'en es dans ta prospection et quel lead et quel prospect et à quelle étape. Donc en gros, comment on fonctionne, on fait d'abord donc on fait de la prospection ou de l'entrant d'ailleurs. Derrière, on fait forcément une démo. Une fois que la démo elle est faite, il y a la phase de réflexion, et dès que le cabinet est OK pour partir, hop, on passe en étape de mise en place. Donc là, c'est call de cadrage avec Anaïs pour expliquer un peu comment va se passer la mise en place, et après hop, on l'inscrit à un webinaire de formation. Et une fois que ça s'est fait, il a fait sa formation, et derrière on programme un rendez-vous de suivi une semaine après pour être sûr que Anaïs leur donne des petits travaux à faire. Vous allez ajouter 10 clients sur Quanta. Voilà. Après aussi, dans cette phase de mise en place, on prend le fichier CSV avec la liste de tous les clients du cabinet. Alors justement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec juste le numéro de SIRET, on peut automatiser tout le process. Donc nous, on a besoin d'un fichier CSV avec seulement la liste des SIRET, et ça nous suffit. Après, on peut rajouter quelques colonnes si on a envie, mais c'est pas obligatoire. Et derrière, Anaïs, elle les intègre directement sur Quanta pour préparer, quand tu te connectes en tant qu'expert comptable, t'as déjà ton portefeuille qui est sur Quanta, en fait. Donc, on utilise Pipedrive pour le CRM. Après, pour tout ce qui est procédure interne, wiki et tout ça, on utilise Notion. Donc, c'est des outils qui sont très populaires. Hein. Notion, on peut vraiment, je pourrais même pas dire, on a un CRM aussi de suivi sur Notion que j'ai automatisé. On utilise Stripe aussi pour toute la partie abonnement. Donc quand un expert comptable s'abonne sur Quanta, ça passe par Stripe. Ouais, on parlait de Calendly aussi tout à l'heure, Calendly pour prendre des rendez-vous, pour réserver les démos, ce genre de choses. Voilà. Après, moi, ma partie aussi, j'aime beaucoup l'automatisation, notamment des process et tout ça. Donc, j'utilise un outil qui s'appelle Make. Donc, c'est anciennement Integromat. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment un outil qui est top pour faire des automatisations dans le quotidien. Genre, je sais pas, moi, j'ai exemple, on a sur notre site un appel à l'action qui est pour télécharger la checklist du Control Lab. Donc, on a fait tout un article sur le Control Lab, et dès que quelqu'un la télécharge, j'ai fait une automatisation qui permet de directement créer un deal dans Pipedrive, par exemple. Ça, c'est le genre de petits trucs qui sont faits. Et aussi, donc, avec Make, donc, dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonne sur Quanta, enfin, du coup, dès que nous, on crée l'abonnement sur Quanta, automatiquement, derrière, ça va nous créer une fiche dans le CRM qui est dans Notion pour pouvoir ensuite lancer le suivi. Donc, Anaïs, elle utilise vraiment ce CRM-là, et Pipedrive, c'est plutôt pour les commerciaux. Voilà, donc on a pas mal de choses comme ça qui sont automatisées. Merci beaucoup pour toutes ces explications de Quanta et de ton parcours. J'ai une dernière question que je pose généralement aux experts comptables. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi ? Alors, moi, j'y connais rien du tout en compte comptable, parce que dans Quanta, il n'y a pas du tout les comptes comptables. Mais je vais quand même dire le 622. Donc, je crois que c'est celui sur les honoraires. Parce qu'en fait, il y a une diligence sur Quanta qui ressort souvent. C'est vérifier le 622. Et comme je la vois régulièrement, j'en vais en parler. Merci Clément. Merci à vous. Merci à vous pour l'interview. C'était cool. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération Comptable.